Alors le Covid, encore le Covid, toujours le Covid. Alors c'est magnifique parce que c'est mieux qu'un feuilleton quoi. À côté, donnez-moi toutes les séries télévisées du monde, elles n'arrivent pas à la cheville de celle-là. Évidemment, on en sourirait si c'était pas aussi dramatique, et il faut le dire. Alors confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, oui, tant de morts, etc. Les hôpitaux saturés, les lits saturés. Mais on entend du matin au soir dans toutes les télés et les radios, peut-être sauf celle-ci, la nôtre. En tout cas, on entend tout et le contraire de tout. Alors, faut-il s'en réjouir, faut-il le craindre? Et à quelle sauce, encore une fois, nous sommes enfermés? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Remets ton masque, mon canard. C'est le Covid qui redémarre. Reprends les gestes barrières. On passera un sale hiver. Eh oui, c'est le Covid qui redémarre et on n'entend que ça. Du matin au soir et du soir au matin. Alors avant de donner la parole à Xavier Azalbert de François et au docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur à Marseille, qui a défrayé la chronique et à juste titre à mon avis, entendez quelques extraits, c'est pour vous aussi, hein, Louis Azalbert, et pour vous docteur Fouché. Donc Emmanuel Macron, mercredi 28 octobre, en annonçant le confinement. Voici ce que disait notre président de la République. Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. 400 000 morts, bouffre, dis donc. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être Olivier Véran va exactement dans le même sens, le ministre de la Santé. Voici ce que disait samedi. Écoutez. Le confinement est une solution qui ne devient une solution que lorsqu'elle est absolument indispensable pour sauver des vies et préserver nos hôpitaux. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Encore une fois, la liste des pays est longue qui ne voulaient pas de confinement et qui en est arrivé à cet extrême. Avec des modalités différentes. Compte tenu du fait que le virus, qui est un phénomène naturel, invisible, casse-pied, vous pouvez aller plus loin que continue casse-pied. de circuler et peut mettre... Vous pouvez aller plus loin que casse-pied. Je fais attention aux mots que j'utilise cette semaine. Eh oui, il faut toujours faire attention aux mots, Olivier Véran. Vous avez raison, mais il est allé plus loin. Il est allé plus loin dans un tweet. Qu'est-ce qu'il dit, Olivier Véran? Oui, le confinement est une épreuve pour tous les Français. Mais je rappelle que le Covid-19, c'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Respectons ce confinement, soyons solitaires, l'État protégera et accompagnera. Et ça nous rappelle, aide-toi, le ciel t'aidera. Xavier Azalbert, vous êtes directeur et fondateur d'ailleurs du site François, et vous n'hésitez pas, vous, comme d'autres, heureusement, à sortir des sentiers battus. Et vous avez publié une interview du docteur Louis Fouché qui a fait pas mal de bruit avec certaines autorités. Racontez-nous. Eh bien, bonjour André Berkov, bonjour Louis Fouché. Ce qu'on essaye de faire depuis un moment, c'est de donner la parole à tout le monde, parce qu'on s'est aperçu que le débat était clôturé. La liberté d'expression, on va dire, d'Emmanuel Macron, d'Olivier Véran, comme vous parlez, est intacte, mais la liberté d'expression des autres a l'air d'être un petit peu annihilée. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner à nos lecteurs et aux Français et aux auditeurs la liberté d'expression. Alors ça entraîne bien sûr certaines contraintes et parfois des surprises comme celle que Louis Fouché a pu avoir. Alors on n'est pas forcément la cause de cette surprise puisqu'il a parlé sur d'autres médias que sur le nôtre, mais on s'est aperçu qu'il y avait une relation de causalité, on va dire, partielle. Et on a même publié un support à la liberté d'expression pour éviter que ce dialogue qui est clôturé et qu'on trouve ça désolant que ça soit clôturé. J'aimerais ajouter que ce dialogue n'est pas que clôturé au sujet des instances gouvernementales, il est aussi clôturé à l'Assemblée nationale, il est clôturé par l'INSERM, il est clôturé par la SPILF, puisque quand je discute et que je demande
des interviews à ces individus où soit on me les refuse, soit on me dit mais non, mais le débat sur l'hydroxychloroquine ou sur autre chose est clôturé. Voilà. Oui, mais la question n'aura pas circulé, il n'y a rien à voir et la question ne sera pas posée. C'est ça qu'on vous dit. Hein? C'est à peu près ça. Et surtout, ce qu'il y a de plus problématique, c'est que ça devient très anxiogène. C'est-à-dire que quand on a des internautes qui sont avertis, scientifiques eux-mêmes, quand on leur dit circuler, il n'y a rien à voir, eh bien, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de fouiller. Ils vont essayer de comprendre. Bien sûr, normal. Et il y a une absence de transparence de la part de l'ISPERM, de la part de la SPILF, de la part des instances gouvernementales, que ce soit sur les 400 000 morts, que ce soit sur les chiffres à l'Assemblée nationale. Oui, et ça entraîne une absence de transparence dans le processus décisionnel, ce qui veut dire que la construction de l'information est aujourd'hui problématique. Et ça entraîne des crises de confiance. Tout à fait. Et donc, du coup, en allant discuter avec des gens comme Louis Fouché ou vous-même ou d'autres médecins, on a des dialogues qui sont beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus, bien moins anxiogènes. Que ce qu'on entend partout. Oui, allez-y. Et la dernière observation que j'aimerais faire, qui est à mon avis quelque chose de très important, c'est la notion du collectif. Il y a de plus en plus d'informations qui se construisent de manière collective. Et ce qu'on a observé, c'est que des professeurs comme le professeur Perron, comme le professeur Raoult, comme des médecins comme le docteur Louis Fouché, ou même un chiffre du collectif Santé en danger, ou Violaine Guérin de Laissons les prescrire, communiquent énormément avec les internautes de manière anonyme. C'est-à-dire ils considèrent les gens comme des individus à juste titre. Comme des adultes. On est des adultes et il y a des dialogues. Et c'est une nouvelle manière de faire de la science. C'est une nouvelle manière de communiquer et ça donne confiance. Eh bien, absolument. Xavier Azalbert, juste, on va rester avec nous, bien sûr. On va continuer à parler de ça. Mais alors, docteur Louis Fouché, moi, je voudrais que vous réagissiez parce qu'on a entendu ce qui s'est passé avec vous. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo. Vous avez été convoqué par la direction générale de la PHM jeudi 5 novembre. Vous en êtes sorti sous les applaudissements de la foule. En tout cas, il y avait du monde. Bon, ça s'est bien passé suite à vos interviews, que ce soit à François ou ailleurs. Mais je voudrais que vous réagissiez sur le fond. Quand on nous dit, vous avez entendu ce que dit le président de la République, ce que dit le ministre de la Santé, et ce qu'on entend du matin au soir, on nous dit aujourd'hui, attendez, c'est pas fini le confinement, on verra peut-être, on en sort à Noël, mais attention, rebelote en janvier et février. Mais on est totalement, le citoyen est totalement perdu avec ça. Quelle est vraiment votre position là-dessus? Docteur Louis Fouché, je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Marseille. Ouais, bonjour André, merci. Je précise que je ne parle pas du tout au nom d'une quelconque institution, je parle en mon nom propre et tout à fait. Un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans toute cette histoire, pour que les choses soient bien claires. Et puis pour revenir sur la relation avec la PHM que vous avez évoquée, en fait, finalement, c'est le soutien populaire massif en fait et de très nombreuses instances à la fois universitaires, de recherche, à la fois dans les sphères du pouvoir et puis au sein de la population qui a permis que ce dialogue s'ouvre en fait. Quand vous avez un État qui n'est pas reconnu comme la Palestine, on peut mettre des chars dessus, mettre des camps d'internement, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il rentre dans le concert des nations, ça y est, on est obligé de considérer avec lui et d'avoir des égards. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que bien loin d'avoir une sanction ou quelque chose, j'ai eu droit à des égards. Et c'est pas des égards pour moi. Je ne suis que l'ambassadeur d'une voix populaire, d'une clameur populaire qui arrive derrière. Mais alors sur le fond, cette intelligence d'ouvrir le dialogue. Et si ça commence avec le 3e CHU de France, ça va commencer avec partout et tout l'État. Mais c'est pas par hasard que c'est Louis Fouché, c'est pas par hasard que c'est à Marseille, hein, sans vouloir prendre position. Ça commence toujours à Marseille. D'accord. Sur le fond de toutes ces mesures sanitaires. En fait, vous apercevez qu'effectivement, comme l'a dit Xavier, il y a un verrouillage complet du débat démocratique et scientifique. Il n'est pas question de discuter quoi que ce soit, en fait. Vous avez une espèce de papa tutélaire, brutal, qui vous tape dessus en vous disant « c'est pour ton bien ». Ça va pas, en fait, parce qu'on est dans une narration traumatique, c'est-à-dire une espèce de scansion du traumatisme. Attention, de toute manière, je te retape dessus si tu ne fais pas ce que je te dis. En fait, non, là, ça va pas du tout. Effectivement, on est face à des adultes. D'autant plus que il n'y a pas d'évaluation correcte des bénéfices et des risques des mesures sanitaires qui sont proposées. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Il vous dit confinement, hors du confinement, point de salut, les chiffres. Par exemple, quand même, le conseil scientifique, si on ne fait pas ce qu'on fait, c'est 400 000 morts dans les prochaines semaines.
Ça veut dire quoi? 400 000 morts, c'est un chiffre juste complètement absurde en fait. Ça veut absolument rien dire. Il y a eu 32 000 morts sur la première épidémie. Donc là, dans la deuxième épidémie, il y en aurait 400 000. De quoi on parle en fait? Ça veut vraiment rien dire. Ce chiffre est sorti du chapeau. Probablement, c'est une erreur de lecture de prompteur de Emmanuel Macron qui a transformé 40 000 en 400 000. Et puis, quand vous êtes pris dans un mensonge, vous êtes obligé de continuer dans le mensonge, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes bourré. Donc là, c'est un chiffre qui veut absolument rien dire. D'autant que dans les 32 000 morts dont on parle sur la première épidémie, je parle d'épidémie, je parle pas de vague. Vous avez entendu, les mots sont importants. Je parle d'épidémie à SARS-CoV-2 variant 4 pour la deuxième épidémie. Et c'est important de le préciser. D'accord. Pas tout mélanger. Comme pour les tests, en fait, arrêtez de parler de cas, de contaminés ou des choses comme ça. C'est des tests positifs à SARS-CoV-2 et ça nécessiterait de revenir longuement sur les tests. Vous avez plein de tests différents, plein de seuils diagnostiques différents. On va en parler, oui. Mais pour revenir justement les chiffres, vous dites que les 32 000 morts du Covid, vous dites qu'il y aurait à corriger quelque chose par rapport qu'est-ce qui est vraiment mort du Covid ou pas? Ouais, c'est peu de le dire. Bon, difficile de faire le compte en vrai. C'est la surmortalité ou les années de vie perdues ou les mois de vie perdus, comme le fait Didier Raoult. Mais on a des mathématiciens dans le collectif qui sont des universitaires en fait, qui sont en train d'essayer de recalculer ça en voyant finalement quelle est la surmortalité réelle de ce Covid lissée sur plusieurs mois et en regardant la sous-mortalité dans d'autres pathologies. Parce que dans d'autres pathologies, cancers, etc., pour le moment, on a plutôt une sous-mortalité. Et ça veut dire que c'était pas attendu. Normalement, on aurait dû avoir la même mortalité au moins ou un peu plus. Ça veut dire que dans le Covid, il y a d'autres choses qui ont été comptées. Ça, on l'a de manière mathématique, mais on l'a aussi par tous les témoignages. C'est-à-dire que Réinfo Covid recueille des témoignages de terrain et de réalité. Et les gens nous disent, j'ai marqué Covid. Elle est morte d'un cancer, il est mort d'un infarctus, mais on a marqué Covid. Mais pourquoi on a marqué Covid, Louis Fouché? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages d'infirmières, etc., qui disaient, voilà, on nous a dit, il y a eu encore ce matin, j'ai pas mis le sonore parce que ça faisait trop long et je préférais vous faire parler, mais on a dit, voilà, oui, effectivement, une mamie de 86 ans, elle est morte, mais elle est morte effectivement d'un cancer, je crois qu'elle avait une... Et on m'a dit, mais inscrivez Covid. Et l'infirmière disait, mais pourquoi inscrivez Covid? Ben, c'est comme ça, on vous le demande. Ouais, est-ce qu'il faut trouver une explication à la déraison? Je suis pas sûr en fait. Tout le monde est devenu fou dans cette histoire et quand les patients sont arrivés à l'hôpital, ils avaient un problème de rein, on disait c'est probablement un néphro-Covid. S'ils avaient un problème de cœur, on disait probablement un cardio-Covid. Un cancer, une métastaso-Covid. Non, enfin, tout est devenu Covid en fait. Il y a une saturation, il y a vraiment une focale qui est braquée sur le Covid. Et je pense qu'il faut, pour les Français, réussir à se détacher un peu des courbes épidémiologiques, de la mortalité de ce truc, puis regarder ce qui se passe autour, ressortir dans la rue et regarder le réel, quoi. Le réel, c'est qu'il n'y a pas des tombereaux de morts dans la rue, on n'a pas des bûchers de pestiférés en train d'être brûlés en centre-ville. Non, on a des gens qui se battent pour des histoires de masques, pour des histoires de 1,23 m de distanciation sociale. On a des gens qui perdent leur emploi, on a des gens qui se sont mis au tapis alors qu'ils sont artistes et qui sont en train de crever, littéralement. On a des gens qui comme vous, comme moi, mais je pense que les méfaits sur la société l'emportent largement sur les bienfaits sur la maladie Covid. Oui, mais alors vous savez, on va continuer à en parler, mais juste un moment, quand Véran dit, bon, c'est quand même mise de la santé, il vous dit, alors quand il dit ça, mais factuellement, le Covid-19, c'est un malade toutes les 2 secondes, le Covid-19, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Ça veut dire quoi? Je vais vous saturer de chiffres aussi. C'est une des techniques hypnotiques qu'on utilise. Là, c'est ce qu'on appelle des punchlines faits par ces communicants, en fait, en vue de saturer votre capacité à comprendre le réel. Et vous perdez une intelligibilité sur le réel. Parce que ça veut rien dire, en fait. Vous savez pas de quoi on parle, quel est le numérateur, les dénominateurs, combien il y en a d'habitude. Donc moi, je vais vous ramener juste sur le réel de PACA, c'est ce que je connais. Actuellement, on a entre 3 et 9 morts par jour. Sur une population de 5 millions... Sur PACA, sur la région PACA. Sur une population de 5 millions d'habitants. Ça, c'est plus facile à voir. C'est très peu, en fait. Et la létalité en réanimation, elle est à 14%. La plupart des maladies qu'on a en réanimation sont bien plus hautes que ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas une maladie grave. C'est une maladie pénible parce qu'elle est longue et qu'elle occupe les lits de réanimation. Et ça, c'est vrai. Il faut le dire aussi. Il y a une vraie tension sur les services de réanimation. Par contre, passer son temps dans une narration de la peur et de la culpabilité, c'est juste dégueulasse en fait. C'est la façon de faire des gens qui veulent vous imposer quelque chose contre votre volonté. Vous faites peur, vous rendez coupable, et puis finalement, vous saturez de chiffres le cerveau des gens, et à la fin, plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous avez perdu l'intelligibilité sur le réel.
Restez avec nous, Xavier Azalbert et Louis Fouché, où on reprend après une petite pause. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Xavier Azalbert, directeur de la publication France Soir, et avec Louis Fouché, le docteur Louis Fouché. Et docteur Fouché, vous avez prononcé une phrase, et c'est vrai que faut pas oublier ça, ramenons-nous au réel, revenons au réel. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une véritable distorsion, et quand je dis ça, c'est une litote, enfin, distorsion entre ce que vivent les Français actuellement, et je ne parle même pas de toutes les conséquences économiques, hein, on va pas revenir là-dessus, on aura hélas bien le temps d'y revenir, mais avec psychologiquement, moralement, etc. Mais alors, quand on vous dit, oui, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais il y a des gens qui meurent du Covid, il y a des gens qui sont... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous voulez quoi? Qu'on les sorte? Que tout le monde se balade? On fait quoi? On teste? On fait quoi? On revient toujours au même point. Il dit, est-ce que vous avez une autre solution? Vous disent les autorités et le conseil scientifique. Oui, bien sûr, on a d'autres solutions, à l'évidence. Puis encore une fois, l'expérience, c'est pas la réitération 50 fois de la même erreur, hein, c'est l'évaluation de ce qu'on a fait et d'en prendre les fruits. Il y a des gens qui disent il y a toujours au moins une autre façon de faire. Eh ben, écoutez, là, il y a au moins plein d'autres façons de faire. Je vous propose d'arrêter les masques à l'école. C'est une mascarade, c'est une imposture. Les enfants sont très peu malades, sont très peu contaminants, sont très peu virifères, sont très peu réservoirs. Donc ça, c'est vraiment une espèce de truc pervers, en fait, consistant à contraindre les enfants de manière dégueulasse. Arrêtez les masques dans la rue. Tout le monde sait que c'est aussi n'importe quoi, en fait. La réalité, c'est que... Vous dites arrêtez complètement les masques dans la rue. Ah, bien sûr. Si vous vouliez bien le faire, il faudrait les changer toutes les 4 heures, les jeter dans des poubelles d'acier qu'il faut brûler. Là, vous laissez traîner dans la nature votre masque dégueulasse qui traîne dans votre poche depuis 3 semaines et vous allez au marché avec, c'est pareil pour moi. Hein. Donc, tout le monde sait que c'est une imposture. Et en plus, c'est faussement rassurer des gens qui sont fragiles, puisque ces masques-là, en fait, ne les protègent pas. Il faudrait qu'ils aient des masques beaucoup plus filtrants, qui sont les FFP2. Ouais. Exactement, les fameux FFP2. Donc non. Et puis arrêter les tests en population générale. Ça, c'est une mesure qui affole tout le monde, en fait. Vous avez une épidémie de cas positifs à SARS-CoV-2, mais en fait, c'est juste des tests positifs. Et là-dedans, l'immense majorité est asymptomatique ou paucisymptomatique, avec des très peu de symptômes. Et pas contagieuse? Et pas contagieuse? Pas contagieuse, non. Ça, c'est la relation. Si vous êtes paucisymptomatique, vous êtes peu contagieux. Bien sûr. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est de focaliser les mesures. Au niveau cost-effectiveness, vous êtes beaucoup plus efficace à aller cibler les gens qui ont peur, les gens obèses, hypertendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies dysimmunitaires, inflammatoires sous corticothérapie ou immunosuppresseurs, les gens qui ont un cancer évolutif ou les gens de plus de 80 ans. Là, vous allez avoir en gros 15% de la population que vous allez cibler. C'est beaucoup plus précis. Alors, vous allez me dire, on va les stigmatiser. Je pense que c'est l'exact inverse qui est vrai. C'est d'un coup, vous allez avoir des égards dans l'autobus. La personne âgée qui aura son masque FFP2, les gens vont lui laisser la place, ce qu'on ne faisait plus depuis des années. Les gens vont nettoyer avec leur gel hydroalcoolique la rambarde pour cette personne qui passe en refaisant société avec elle. Enfin, on va reprendre soin des gens fragiles. Protégeons les gens fragiles et ne confinons pas toute la population. C'est ça. En fait, une dernière chose, c'est laissons les médecins prescrire. Pourquoi la NSM se permet d'arrêter la prescription d'hydroxychloroquine? C'est incroyable. Souvenez-vous de l'histoire du Mediator. Irène Frachon a été traînée dans la boue pendant 5 ans. Elle a été traitée de folle, de complotiste, etc. On a laissé prescrire le Mediator. C'était la même ANSM, enfin l'agence du médicament à l'époque. Dominique Marinacci est venu faire le ménage. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier, en fait, avec des conflits à tous les étages? Il faut arrêter ce délire. Et il a fait le ménage. Et puis, il est parti. Et puis, le bazar est revenu. Voilà la réalité. Et oui, écoutez, en tout cas, on est un certain nombre, vous êtes un certain nombre, moi je ne me prononce pas, je ne suis pas médecin, mais on est un certain nombre à parler effectivement un peu autrement. Xavier Azalbert, vous dites aujourd'hui, vous parlez de la liberté d'expression pour un peu finir là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression quand même, franchement, qu'elle est de plus en plus limitée, en tout cas elle est de plus en plus combattue, sur ce plan comme sur d'autres? Mais bien sûr, la liberté d'expression aujourd'hui, que ce soit par le biais de la censure ou par des pressions que les médecins peuvent recevoir du Conseil de l'Ordre, il suffit de regarder le professeur Perron qui a été interviewé par son Conseil de l'Ordre, ou Didier Raoult qui est en train d'être contacté, ou même Louis Fouché qui a été contacté par sa hiérarchie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à l'intérieur, hormis de ce qu'on en a lu en débriefing. Mais il y a effectivement une forme de censure qui est
qui passe par l'autorité ou l'autoritarisme. Et cette censure, on la retrouve sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook. Juste une information, je vous le donne à tous les deux, vous l'avez peut-être. Vous savez qu'en 2024, l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, l'hôpital de Garches où exerce le professeur Péronne, sera fermé. Il est transféré à Boulogne-Billancourt. Voilà, c'est juste une information. Je ne sais pas si c'est une information qui est assez ancienne et qui... je ne pense pas que ce soit entièrement lié à Péronne, à Péronne, mais parce que je pense que c'était pris avant. Il y a pas mal de mais bon, il ne faut pas faire un amalgame de tout. Je pense que ici, non, bien sûr. Déjà. Mais enfin, Péronne était très menacé. Les médecins. Oui. Mais Péronne a été excessivement très menacé. Pour revenir à la liberté d'expression, la première des choses, c'est ne pas laisser prescrire un médecin, c'est lui enlever sa liberté d'expression quelque part, puisque c'est museler son acte de soin, empêcher les médias de parler ou avoir le même discours sur tous les médias, c'est une forme de censure. Appelons un chat. Et quand on dit que les Français parlent au français, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le narratif dont parlait Louis Fouché. Eh bien, quand il s'exprime, il parle au français. C'est un Français qui parle au français et il est en train de leur donner les vrais chiffres. On n'est pas en train de dire 400 000, ou si on donne un chiffre, on le substante, c'est-à-dire on lui donne un élément concret et on n'essaie pas de faire peur. Moi, je pense que l'observation qu'on a vue, si je peux me permettre, l'observation qu'on a vue, c'est vraiment le fait que des médecins, si vous interviewez un médecin comme Louis Fouché, ce que vous faites, c'est vous faites une forme de revue par les tiers. C'est-à-dire que vous posez des questions et aujourd'hui, les médecins se font revoir par leur père. Le père, c'est quelqu'un qui est du même niveau éducationnel, du même standing social. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dès qu'un médecin se met à la revue par les tiers, c'est-à-dire il s'ouvre au débat, il donne beaucoup plus de transparence et il donne l'impression de vive le débat contradictoire, absolument. Et vive le débat contradictoire qui est très important, même sur des sujets complexes, absolument. Même sur les sujets des études. Il suffit de regarder la méta-analyse qui a été faite par l'équipe Fiolet, qui a été supportée par l'INSERM, qui a été supportée par la SPILF. Il y a eu un courrier de contradiction de cette étude. Aucun média n'en a parlé. Cette étude, si on en reprend ce courrier, eh bien, les résultats en sont totalement inverses. Et donc, ce débat est clôturé sur des sujets qui sont aussi importants que le traitement. Bien sûr. Mais en tout cas, ce débat ne sera pas clôturé chez nous, je peux vous le dire, pour vous deux. Et on continuera avec vous à le faire. Merci, en tout cas, merci, Dr Louis Fouché. Et merci, Xavier Azalbert. Je rappelle, Xavier Azalbert, donc directeur de la publication François, et Dr Louis Fouché, médecin et anesthésiste réanimateur à Marseille. Alors, est-ce que vous aussi, vous considérez qu'on a du mal à trouver, à comprendre où est le réel en ce moment, notamment avec cette crise du Covid? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. On a besoin aussi de vos témoignages à partir de 13h.